Bienvenue à notre premier cours d'INF 5111. Donc, aujourd'hui, on va regarder un peu c'est quoi le domaine, qu'est-ce que ça implique la science des données, qui travaille là-dedans, c'est quoi les genres de problématiques qu'on peut résoudre, qu'on peut attaquer, puis les différentes étapes qu'un projet de science des données va avoir. Qu'est-ce que nous, on va aller faire dans ce cours-ci à l'intérieur de ces étapes-là? Quelles étapes est-ce qu'on fera jamais? Puis finalement, on va avoir une dernière partie sur c'est quoi des données, puis c'est quoi leurs implications en informatique. On commence. C'est quoi la science des données? Donc, premièrement, en anglais, c'est data science. OK? Puis là, science des données, science de la donnée, c'est pas exactement clair parce que j'ai des anglophones qui ont donné ça, puis le pluriel n'était pas très très clair. Fait que c'est data science, OK? Puis on peut faire fi du reste. C'est un nouveau domaine, OK? Donc, l'informatique, déjà, c'est une nouvelle science en tant que telle, là, ça a juste presque 100 ans, là, même pas, 80 années. Puis, c'est considéré comme étant genre une science qui ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut faire. OK? Ben, le data science, ça a moins de 20 ans. OK? C'est à peu près 15-10 ans là, où c'est que c'est un terme que le monde savait c'était quoi, puis on savait un peu qu'est-ce qu'on voulait faire. Fait que les choses sont très, très, très nouvelles. C'est en pleine expansion. OK? Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui existe en ce moment, mais dans 3-4 ans, ça se peut très bien qu'il y ait des étapes de plus, des éléments de plus, des jobs de plus, des sous-domaines qui ont été créés, parce qu'on est encore en pleine effervescence de qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Le principe fondamental de la science des données, c'est des données, puis de la science. Quand on parle de données, okay, de quoi on parle? Donc, on parle de n'importe quoi qui peut être sauvegardé okay, de manière permanente à long ou moyen terme. Là. Donc, la prémisse que vient régler des projets de science des données, c'est que tu es un administrateur, tu as des décisions à prendre pour ton entreprise, puis tu as sauvegardé toutes tes informations. Là. Fait que sur ton bureau, parce que mettre ça dans des dossiers, c'est pour le restant du monde, tu mets tout sur ton bureau, puis tu as 40 fichiers Excel, okay, avec chaque quarterly à l'intérieur, okay, le rendement de chacun de tes employés. Puis là, tu es comme, comment je fais pour prendre des décisions? T'sais, l'information est là, mais on peut facilement comprendre, okay, puis peut-être que même que vous avez du PTSD de travail précédent ou okay, de stage, là, de trop d'informations, c'est comme pas d'informations. Hein? Tu sais pas où aller chercher, tu n'es pas capable de faire des inférences à travers les choses. Donc, le but des projets de science des données, c'est d'attaquer ces genres de problématiques-là, où c'est qu'on a passablement beaucoup de données. Okay? Donc, on parlait de 40 fichiers Excel, là, mais on pourrait parler de gigaoctets okay, d'informations, les transactions, les clics que le monde font sur les pages web, okay, toutes ces informations-là. Puis, on va prendre cette soupe-là d'informations, puis on va essayer d'appliquer des méthodes d'analyse, des méthodes statistiques, des méthodes d'intelligence artificielle pour être capable de faire ressortir des informations pertinentes qui vont nous permettre de soit prendre des décisions, soit inférer okay, une tendance, soit être capable de déterminer un résultat quelconque. Donc, c'est ça le principe fondamental de la science des données. Il y a beaucoup de sous-secteurs okay, à l'intérieur de ce monde-là, parce que le principe, c'est un peu le point d'intersection entre le management, l'informatique, puis les maths. OK? C'est comme ce milieu-là, là, c'est ça, le data science. Donc, il y a un peu de chacune des spécialités qui rentrent à l'intérieur, puis ça fait en sorte que le monde qui travaille là-dedans devient conscient de chacun des autres branches par la bande.
qu'est-ce qui arrive quand je veux... Curseur, merci. Qu'est-ce qui arrive quand je veux faire un projet de science des données? Ça va être quoi les étapes fondamentales qu'il va falloir mettre en place pour être capable de résoudre ces genres de problèmes-là? Bien, la première chose, ça va être de savoir qu'est-ce que tu veux. OK? De savoir qu'est-ce que tu veux savoir. Puis, c'est quoi les informations qui te permettraient de savoir ça? Donc, l'établissement de requis. Donc, de travailler habituellement, soit c'est un client lui-même, ou sinon c'est à l'intérieur, l'équipe de Data Science va voir d'autres départements, puis il leur demande, OK, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en entreprise? C'est quoi les décisions qu'on a besoin de prendre? OK? J'ai besoin de savoir c'est quoi notre meilleur produit. OK? On dépense trop, il faut couper la moitié de notre gamme de produits. C'est lesquels qui nous rapportent le moins? Hein? Ces genres de questions-là. Donc, une fois que tu as ces requis-là d'établis, OK? Puis, ça semble simple à première vue, là, mais comment tu fais pour, tu sais, moi, en tant qu'administrateur, je pourrais dire que je vois qu'on fait trop d'argent. Je vois notre compte de réserve descendre, OK, à chaque année. Il faut couper les produits. Je dis, je veux couper les produits les moins performants. Qu'est-ce que ça implique, ça, les produits les moins performants? Est-ce que c'est ceux que je vends le moins? Est-ce que c'est ceux sur lesquels je fais le moins de revenus? Est-ce que c'est ceux sur lesquels je fais le moins de profit? Est-ce que c'est ceux sur lesquels je passe le moins de temps d'employé à produire? Comme, c'est pas clair, là. Il y a différentes manières d'interpréter cette demande-là pour que ça devienne des requis. OK? Donc, cette première étape-là semble anodine, mais c'en est une des plus primordiales, puis même une que des fois on va revenir quand on se rend compte que le requis a mal été établi en cours de route. Ou c'est que tu peux me dire, je pense, tu me dis le produit le moins performant, je fais comme OK, c'est celui-là qui rapporte le moins de profit. Je pars avec ça, puis rendu à moitié du... On est comme non, comme on veut essayer de voir lequel qui prend le plus de place dans nos entrepôts, parce que c'est ça qui nous coûte cher. Hein? Donc, il faut faire attention aux différents requis. Ce n'est pas quelque chose que nous, on va attaquer en profondeur à l'intérieur du cours. On va habituellement avoir une problématique déjà établie, puis on va partir de là. Fait qu'une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut savoir, il faut se demander qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour savoir ce qu'on veut savoir. Hein? Donc, autrement dit, quelles sont les sources d'informations nécessaires pour être capable d'inférer, pour être capable d'analyser, pour être capable de trouver le résultat que je recherche? Hein? Parce que si je recherche chez qui le meilleur employé, ce ne sera pas les mêmes sources de données que si je recherche mon meilleur produit ou que si je recherche chez quoi le prochain produit que je veux avoir. Donc, il faut sélectionner puis siphonner différentes sources de données pour être capable d'avoir un ensemble d'informations que je vais pouvoir travailler avec. Fait que c'est ce qu'on appelle le minage de données, okay? Le data mining, où c'est que tu siphonnes habituellement différentes sources de données. Habituellement, il y a possiblement aussi une étape d'homogénéisation. Donc, le principe, c'est que ça se peut que tu ailles des fichiers Excel, ça se peut que tu aies accès à une base de données, ça se peut que tu aies accès à des vidéos de monde qui disent c'est quoi qu'ils voulaient dans leurs produits, puis toi, tu veux avoir ça dans un seul format, hein, dans une seule source accessible que tu vas pouvoir facilement travailler avec. Ça se passe durant cette phase-là. Ensuite, ou conjointement des fois, là, il va aussi avoir une étape de filtrage, OK? Une étape de data cleaning. Parce que autant que ton boss est comme pas de problème, voici les 170 fichiers d'Excel, OK, que j'ai faits à chaque semaine pour être capable de comptabiliser le nombre de personnes qui passent par la porte, parce qu'évidemment, la job d'un manager, c'est de compter le monde qui passe par la porte. Peut-être qu'il micromanage un petit peu trop, mais qu'est-ce qui arrive quand il a été moins assidu puis il y a une des colonnes qui manque un chiffre? Ou il s'est trompé, il a décalé toutes les colonnes par rapport à tous les autres fichiers qu'il a fait. Quand lui, il l'a fait, il ne s'en est pas rendu compte. Mais quand toi, tu essaies comme d'importer ça de manière semi-automatique, ça casse des choses. Donc, le filtrage ou le data cleaning
ça va être une étape où c'est que oui, OK, j'ai ramassé plein de différentes sources de données, j'essaie de les homogénéiser dans un seul système, mais là, il faut que je les repasse un peu au peigne fin pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques majeures. OK? Des données manquantes, des données erronées, des données extrêmes. OK? C'est tous des éléments qui sont problématiques quand on veut commencer à partir de données. Parce qu'en data science, on a un gentil dicton qui dit « garbage in, garbage out ». Si tu rentres des données qui n'ont pas d'allure, même si tu fais la meilleure analyse du monde, c'est normal que ça te donne des affaires qui sont farfelues. Donc, il y a une passe de filtrage. C'est un domaine très spécialisé. Donc, nous, on ne touchera pas à cela tant que ça non plus. Peut-être juste un petit peu, là, juste pour saupoudrer un petit peu de piquant, mais rien en détail. Ouais. Le filtrage, c'est manuel ou c'est automatique? Ça va être semi-manuel, semi-automatique. Donc, il y a certaines problématiques qui peuvent être gérées de manière manuelle. Il manque une information à l'intérieur d'une colonne. OK? Fait que là, tu peux décider de manière d'avance, qu'est-ce que je fais quand il y a une information manquante? Est-ce qu'on fait juste enlever toute l'information comme ça enlève la journée comme si elle n'existait pas? Est-ce que tu prends une moyenne des derniers jours pour remplir l'information? Est-ce que tu mets juste un 0 parce que ça n'a pas d'influence statistiquement sur le reste? Tu sais, il y a des décisions à prendre, mais ça peut se faire de manière automatique. Pour des résultats qui sont comme erronés, il faut que tu sois capable de les détecter, mais habituellement, la mise en place d'une solution se fait de manière manuelle. Il faut que quelqu'un aille voir, OK, ben j'essaie d'importer, ça n'avait pas d'allure, je vois que les colonnes sont toutes décalées. Tu ne peux pas le faire de manière automatique, ce genre d'élément-là. Fait que c'est une tâche qui est fastidieuse. Puis plus le set de données est grand, plus cette tâche-là devient problématique. OK? Parce qu'il y a une autre, on a le data science, là. C'est pas pire, ça se fait sur des ordis, là, mais on a le petit frère de ça, là, qui est le big data, okay, qui est le data science, mais quand ça ne fit plus sur un ordi. Fait que là, ça devient pas mal plus problématique de commencer à égaler de manière manuelle. Fait que là, tu dis, ben, soit que je vais prendre la version automatique, ou sinon je vais juste faire à semblant que ça n'existait pas, ce fichier-là, puis qu'il ne devient plus dans la source, en pensant que tu en as tellement d'autres que ça ne devrait pas avoir un impact sur le résultat final. N'hésitez pas à poser des questions comme ça, c'est très intéressant, c'est enrichissant, c'est un domaine effervescent. Il y a plein de choses que je n'ai pas nécessairement le temps ou que je ne pense pas à dire dans les détails. Donc, on a le filtrage, OK? Ça devrait être capable de fixer des données pour être capable d'avoir des données qui ont de l'allure. Après ça, il y a l'étape fondamentale, okay, qui est l'exploration ou l'analyse de données, donc le data analysis ou le data exploration. C'est là qu'on va appliquer soit des formules mathématiques, des formules statistiques, des algorithmes d'intelligence artificielle. En gros, c'est là que je prends les données, je fais quelque chose avec, okay, je les mets dans une équation quelconque, je les mets dans un système, puis ça brasse, puis là, ça sort quelque chose. OK? Donc, que ça soit un résultat final, que ça soit une liste que je peux grapher après ça dans un graphique quelconque, que ça soit un modèle d'intelligence artificielle qui me permet de mettre des tendances ou de prédire des informations. C'est cette partie-là qui est la partie la plus informatique de la chose. C'est là-dedans qu'on va jaser pas mal. Puis, finalement, mais non le moindre, puis ça, c'est quand même une nouvelle addition au processus, ça va être la visualisation. Donc, c'est bien le fun que dans ton logiciel, là, okay, tu l'as fait travailler pendant 2-3 heures, puis là, à la fin, tu es dans un espèce de grand paquet de lignes de texte, puis à la fin, ça dit 18.24. Là, tu es comme, ouais. Mais quand vient le temps de présenter cette information-là à tes confrères, à d'autres mondes dans la compagnie, au monde qui prennent les décisions dans la compagnie, il faut être capable de vendre, okay, ou d'expliquer ce résultat-là. Donc, le principe de visualisation, ça va nous permettre de prendre des grands sets de données ou de prendre des grands résultats, puis d'être capable d'aller les afficher d'une manière qui est digestible pour le commun des mortels. OK? Sans avoir à regarder puis à savoir à comprendre le processus qui nous a mené à cette information-là.
Donc, dans notre cours, notre but, ça va être de regarder de manière non nominative. Là, donc, il y a d'autres éléments là-dedans, puis il y a des éléments connexes qu'on va aller regarder. Là. Donc, on va aller regarder le principe d'ingestion puis de traitement de données. Comment prendre des sources d'informations puis venir les insérer à l'intérieur d'un système homogénéisé. On va faire la mise en place de bases de données pour stocker ces informations-là de manière structurée. Hein? Donc, le principe, c'est que j'ai 3-4 fichiers texte, j'ai 4-5 fichiers d'Excel, okay? J'ai des logs d'un site web, puis moi, je vais être capable d'avoir une seule source que je peux accéder de manière facile et conviviale. On va voir qu'on va utiliser les bases de données pour être capable de gérer ça. On va expliquer le principe de base de données aujourd'hui. On va regarder les méthodes d'analyse de données, donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'information d'une soupe de données. Puis, on va finalement aussi aller regarder comment faire de la visualisation, comment faire des tableaux de bord, des dashboards qui nous permettent de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos données. Pour vous donner un peu l'eau à la bouche, je vais vous montrer quelques genre de tableau de bord qui pourraient être les résultats finaux que nous, on va faire à l'intérieur du cours. Fait que si on arrive ici, donc ici, je vais vous montrer c'est quoi la source d'information. Okay? Donc, j'ai une série de prix d'avocats à travers le temps, là, okay? Des informations percutantes, laissez-moi vous le dire. Ici, je suis sur un site qui s'appelle Kaggle. Très gentil site, tu sais qu'il y a plein de monde qui dépose leurs données, puis qu'on peut faire un paquet de choses avec. Donc, c'est une belle source de projets pour le monde en sciences de la donnée. Puis, à l'intérieur, on a un fichier ici, là, on a une version formatée, là, mais c'est un fichier CSV qu'on va voir durant la session, là, qui est juste une série de valeurs dans un fichier texte. Puis, OK, on a les données. Fait que le principe ici, c'est, oui, OK, on a l'information, mais on peut difficilement voir qu'est-ce qui se passe avec ce d'information-là. Fait qu'une partie du cours, ça va être d'insérer ça quelque part, d'être capable de les formater, puis d'être capable d'avoir une visualisation qui est un petit peu plus intéressante. Fait qu'ici, on a les mêmes informations, la vente d'avocats, mais avec une visualisation qui a de l'allure. Où c'est qu'on a le prix des avocats à travers le temps. Okay? Où c'est que là, on peut voir des tendances, on peut voir différentes informations pertinentes. Puis, on a aussi la possibilité de décider quelle information on visualise. Hein? Donc, d'avoir un gentille sélection qui me permet de décider, OK, ben, je veux juste, mettons, de 2017 à 2018. Être capable d'avoir les informations. Donc, ça ici, ultimement, si tu es un pro d'Excel, tu es quand même capable de faire ça. Okay? Peut-être pas aussi beau, là, okay? Mais tu es capable d'avoir quelque chose que tu peux changer. Okay? C'est pas si pire. Mais ça, c'est juste pour comme démontrer le premier niveau de qu'est-ce que nous, on va être capable de faire. Si on regarde d'autres exemples, ici, on va regarder celui-là ici. Non. Pas celui-là. Celui-là. Fait que lui, c'est un peu le même principe de grapher de l'information. Mais, qu'est-ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est graphé à travers le temps. Puis, l'information est reçue en tant que flux constant. Donc, le principe ici, c'est que ce n'est pas d'un fichier ou d'une source stagnante. Ça va le chercher d'une source qu'on appelle un stream ou un flux de données. Donc, on voit qu'à chaque couple de secondes, ça va chercher la prochaine batch d'informations pour être capable de l'afficher en temps réel. OK? Fait qu'on peut voir ici que dans les projets de sciences de données, il n'y a pas seulement des résultats finaux que tu peux avoir, mais ça peut être aussi juste une manière de prendre l'information, de la transformer pour l'avoir d'une manière qui est viable pour, je ne sais pas, monitorat ou pour avoir ça comme d'une manière un petit peu plus présente, sans dire je prends une décision maintenant,
Mais je peux avoir quelque chose qui dit, ben, si on descend pendant une couple de temps, ben là, je sais qu'il faut que je prenne une action ou que je prenne une décision de quelque chose. Donc, on a le principe de streamer. En passant, aussi possible à faire avec Excel. Okay? Mais là, il faut que tu sois vraiment méga pro de Excel pour être capable d'aller chercher des sources de flux d'informations, mais encore possible. Peut-être pas encore aussi beau. Mais qu'est-ce qui va être encore plus intéressant, c'est que les formes auxquelles on va pouvoir présenter l'information, puis la granularité de l'information va pouvoir atteindre des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, si on revient en fait sur le dernier lien que j'ai mis, ça va être des exemples de plein de tableaux de bord possibles. Okay? Donc, en fait, on peut voir que celui-là que j'ai pris tantôt, il vient de là. Mais on va aller en voir un autre qui va prendre de l'information. Puis là, on peut savoir que l'information est statique ou elle peut être en flux. Là, ça ne dérange pas. Là, encore une fois, elle est statique. C'est dans une clinique. Okay? Je veux savoir quand est-ce qu'il y a des engorgements, quand est-ce qu'on a des problématiques. Okay? Bien, là, ici, on a fait un heat map, okay? Une carte de chaleur, pour être capable de prendre les informations, mais d'être capable de le voir de manière beaucoup plus facilement visuelle. Hein? Puis, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a des problématiques peut-être ici. Okay? On peut voir ici, c'est le lundi-mardi, okay? Vers 7 h du soir. C'est là qu'on a peut-être un achalandage un petit peu plus grand que d'habitude. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette information-là, encore une fois, je peux l'avoir de différentes manières. Fait que je peux l'avoir à travers le temps, je peux l'avoir par type d'information. Okay? Donc, ici, c'est un engorgement d'urgence, mais est-ce que c'était, bon, en fait, d'un hôpital, est-ce que c'était des urgences, est-ce que c'était en clinique, est-ce que c'était en cardiologie? Puis, on peut aussi juste voir les différentes sections, puis on peut les décider. Okay? Fait que je peux dire, regarde, si j'enlève les références des cliniques, puis si j'enlève l'urgence, je regarde, c'est pas achalandé pantoute. Voici ma solution pour désachalander les hôpitaux, on ferme les urgences. Fait qu'on peut voir le genre de bonnes décisions sages qu'on peut prendre avec le data science. C'est parfait, là, en plus, en campagne, là, c'est le temps de me lancer. Là. Je suis sûr qu'il y a un candidat poteau qui manque quelque part. Donc, mais ça, ce genre de fun-là, tu ne peux pas faire ça facilement avec d'autres outils que des outils de sciences des données. Ou en tout cas, on va voir qu'on peut le faire d'une manière qui est quand même accessible. Okay? Donc, c'est possible de faire ça quand on est des pro-informaticiens avec du web et tout le kit, là. Mais là, on va voir que ça devient accessible à partir des données qu'on va avoir générées. Fait que ça, c'est où on s'en va. Okay? On n'arrivera pas là tout de suite. Okay? C'est à la 11e, 12e semaine là, qu'on voit les dashboards. Là. Fait que je voulais juste vous... parce que la date limite pour les abandons sans échec, c'est comme à la 8e semaine. Fait que je voulais vous pogner avant ça. Là, donc, on a le principe de... On a un cycle de vie de données. Okay? À l'intérieur de ça, il y a plusieurs personnes qui travaillent à chacune des étapes. Puis, nous, on va essayer de toucher à chacune de ces étapes-là, ultimement. Okay? Pas nécessairement en profondeur, certaines plus en profondeur que d'autres, mais on va essayer de voir chacune des étapes dans le cours. Juste pour se donner aussi quelques termes que vous allez voir, là, donc quand vous allez commencer, ou si vous travaillez avec du monde qui travaille dans le monde de la science des données, vous allez voir des titres de monde, puis c'est comme important de savoir que telle personne travaille sur telle partie du projet. Okay? Parce que sinon, si tu commences à parler à quelqu'un de jouer tel genre ou tel genre d'analyse, puis là, la personne te dit, ben moi, je travaille juste sur les bases de données, j'ai aucune idée de quoi tu parles, c'est pas très professionnel. Fait que, on va regarder un peu c'est quoi les noms des rôles pour savoir qui fait quoi dans cette espèce de cycle de vie de projet de sciences des données.
Fait que, initialement, tu as le scientifique de la donnée, là, le data scientist, OK? The original, qui était le terme qu'on donnait à la personne qui faisait pas mal toutes les étapes qui avaient rapport aux données, puis à l'analyse, puis à tous ces éléments-là. Parce que, encore une fois, ça fait juste 15 ans que ça existe. Là. Au début, comme c'est juste 3-4 personnes qui étaient dans la compagnie puis qui commençaient à travailler là-dessus. Là, c'est rendu un processus complet. On commence à avoir plus de monde. Fait que tu as le data scientist qui a encore un rôle, mais que c'est moins défini quelle partie exactement, parce que des fois, il y a comme il s'est donné ce titre-là au début, fait qu'il fait tout, puis qu'il se dit que c'est un data scientist, puis maintenant, aujourd'hui, il y a des délinéations de cette espèce d'arbre-là qui va travailler sur chacune des étapes. Fait que maintenant, la personne qui est un data scientist dans une entreprise où c'est qu'il y a plein d'autres mondes, où c'est que leur titre commence par data, va habituellement être la partie qui va faire l'analyse. Okay? La partie mathématicienne, la partie où on va faire l'exploration des données. Avec ça, il y a aussi d'autres titres pour les autres étapes. Okay? Des fois aussi, il va y avoir, admettons, le data analyst qui va être comme le data scientist. Des fois, ils se partagent le même rôle. Puis là, ça dépend des compagnies. Là, tout dépend de à qui tu demandes, quand est-ce que tu demandes. Okay? Ça fluctue à chaque semaine. Il y a, par contre, des éléments qui vont être plus directs, comme le data engineer. Bien, lui va travailler sur les premières sections du projet. Donc, la cueillette de données, le filtrage de données, l'homogénéisation des données, ça va être la personne qui travaille là-dessus. On a aussi, à plus haut niveau, le data architect. Donc, lui va travailler surtout dans la première étape, où il va falloir déterminer ça va être quoi dans la première et la deuxième. Là, donc, c'est quoi les problématiques qu'on recherche, puis ça va être quoi les données qu'on va avoir besoin de rechercher pour répondre à notre problématique. Puis, lui, il va aussi travailler à faire ce qu'on appelle un modèle de données. C'est quelque chose qu'on va aller faire à partir de la mi-session. Là. Donc, comment juste dire, OK, oui, j'ai un paquet de choses, j'ai plein de fichiers d'Excel, j'ai des bases de données, j'ai des fichiers texte. Comment je fais pour filtrer ça, puis que ça me donne juste les données que j'ai besoin. Puis qu'après ça, je suis capable de les interroger de manière plus facile, conviviale et efficace. Fait qu'on a des data architects. Il y en a un paquet d'autres, de scientist ou data ou mélange des deux à l'intérieur. Il devrait avoir un virgule, etc., certainement ici. Là. Puis, il y a des nouveaux titres qui sont créés à chaque jour selon la bonté de ressources humaines dans différentes entreprises. On a aussi un terme puis un rôle qui est pas mal plus vieux, mais qui vient s'intégrer dans les projets de sciences de la donnée, qui va être l'administrateur de bases de données. Donc, le Database Administrator, ou DBA, c'est la personne qui va gérer, maintenir, concevoir la partie, puis qui va travailler avec les bases de données. Donc, on va définir plus en détail c'est quoi une base de données, là, mais le principe fondamental ici, c'est quand on a besoin de sauvegarder des données dans un système complexe, on a besoin d'avoir une application ou un système qui fait la gestion de ces données-là. C'est ce qu'on appelle une base de données. Okay? Puis, c'est important que cette base de données-là soit accessible aux personnes qui doivent y accéder de manière normale, puis que ce ne soit pas accessible au restant du monde. Il faut que les informations soient authentiques à l'intérieur. Il faut que les informations soient rapidement disponibles. Donc, le rôle puis le travail de l'administrateur de base de données, ça va être de faire en sorte que tous ces éléments-là soient mis en place. Fait que c'est lui qui va te permettre de créer des nouvelles choses dans la base de données, qui va te donner les accès, qui va s'assurer de la maintenance. Okay? Donc, une grande partie du travail d'un administrateur de base de données, c'est d'être une espèce de... voyons, janitor en français, ça m'échappe. Un concierge. Donc, c'est un concierge des données. Okay? C'est une job qui semble anodine, mais qui est primordiale. Okay? Parce que si tes données commencent à dérouter, qu'il y a de la corruption, qu'il y a des choses qui ne font plus de sens, bien, ça ne servira à rien de faire de l'analyse sur des données qui n'ont pas d'allure.
Donc, c'est un travail qui se fait depuis plusieurs décennies à ce point-ci, là. C'est juste que maintenant, ils viennent s'agencer à des projets de sciences des données parce qu'on a besoin de données. Puis eux, ben, c'est les gatekeepers des données. C'est le gardien des clés des données. On a aussi, dans les analyses des projets de sciences des données, j'ai parlé que, on a des analyses fonctionnelles, on a des analyses statistiques, des analyses mathématiques, mais il y a aussi une autre variante, là, okay, qui est son propre sous-domaine complet, qui va être de l'analyse avec des modèles d'intelligence artificielle. Particulièrement, qu'est-ce qui est très hip ces temps-ci, c'est l'apprentissage machine, qui est donc un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Fait qu'on est dans la science des données, on a le sous-domaine de l'intelligence artificielle, puis le sous-domaine de l'apprentissage machine. Puis, on a du monde qui sont spécialisés pour être capable de prendre des données, puis être capable de en faire ce qu'on appelle un modèle, okay, d'apprentissage machine. Donc, le principe, c'est que ce que je vous ai parlé depuis tantôt, c'était pas mal de l'information qui regardait dans le passé. Hein? On a eu des informations, puis je vais être capable d'avoir une réponse à partir des informations qui se sont passées dans le passé. Hein, pour savoir c'est qui mon meilleur employé, pour savoir c'est qui le meilleur vendeur, c'est des choses qui se passent dans le passé. Mais, qu'est-ce qui arrive si je veux regarder de l'autre bord? Si je veux regarder dans le futur, hein, si je veux prédire l'avenir. Donc, le principe de prédiction, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine nous offrent. Fait que la prémisse de l'apprentissage machine, c'est d'être capable de prendre les données du passé, puis de faire un modèle mathématique qui va permettre de dire, ben, en voyant ça, je suis capable de dire que si tu es à temps moins 10, je voyais que c'était ça, à temps moins 20, je voyais que c'était ça, à temps moins 30, je voyais que c'était ça. Ben, en prenant ces informations-là, je suis capable de dire, ben, à temps plus 10, ça va être ça, à temps plus 20, ça devrait être ça, puis à temps plus 30, ça devrait être ça. Donc, on a du monde spécialisé là-dedans. Donc, les Machine Learning Engineers ou les ingénieurs d'apprentissage machine, c'est du monde qui vient aider durant la phase d'analyse quand on veut faire de la prédiction plutôt que de l'analyse d'informations à partir du passé. Excellent. Parlons de base de données. OK? Parce que ça va être un outil primordial pour être capable d'emmagasiner des données, pour être capable d'aller les recueillir, pour être capable de les interroger. Le principe littéral de base de données est très, très, très large. Okay? Donc, dans sa forme authentique dans la littérature informatique, le principe de base de données, c'est n'importe quoi qui est capable de sauvegarder une donnée de manière permanente. Fait que le principe, c'est que quand j'ai ma feuille de papier chez nous, là, où c'est que j'ai marqué le nom du monde puis le montant qu'ils me doivent pour le chalet, c'est une base de données. Okay? Je ne vais pas dire que c'est une bonne base de données. Okay? Mais le principe, c'est que ça sauvegarde des informations. Le principe des 40 fichiers Excel, c'est aussi une base de données. Ce n'est pas des bonnes bases de données. Okay? Il va y avoir plusieurs problématiques à ces bases de données-là. Puis, même que le terme base de données moderne ne s'applique pas à ce genre de manière de sauvegarder des données-là. Quand on parle de base de données moderne, puis quand on va utiliser le mot base de données dans ce cours-ci, on va parler de quelque chose de plus robuste, de plus établi, qui va nous permettre de pallier à ces sources de données-là qui sont plus simplistes. Okay? Donc, le but des bases de données, c'est très large là, comme élément. Là. Donc, il y en a plusieurs, il y a plusieurs variations. Il y en a qui sont plus robustes que d'autres, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, il y en a qui sont plus versatiles, il y en a qui sont plus rapides. Donc, on va voir ces différentes possibilités-là à l'intérieur du cours. Mais le fondement, c'est d'être capable d'être une source de données qui est fiable et qui essaye de pallier à certaines problématiques habituelles de sources de données un peu disparates. Fait que si on parle, mettons, du paquet de fichiers Excel okay, que tu as sur le bureau ou, en tout cas, moi j'ai du PTSD d'avoir des fichiers Excel sur un disque réseau là, que tout le monde peut accéder en même temps. Là. Okay, moi,
j'ai eu plusieurs expériences malsaines à travers ça. Fait que, il y a plusieurs problématiques qui émanent quand on commence à travailler avec ces bases de données-là trop simples. Des choses comme la duplication de données. Okay? Tu as 2 fichiers Excel, puis à l'intérieur, il y a les mêmes informations. Bien, s'il y en a une des 2 qui est changée, quand est-ce que tu changes l'autre? Est-ce que l'autre est changé automatiquement? C'est problématique. On veut éviter la duplication de données. Premièrement, pour des raisons de mise à jour, puis deuxièmement, juste pour des raisons d'espace. Okay? Donc, on commence à travailler avec des problématiques qui demandent des grands volumes de données. Bien, si j'ai 3 fois l'adresse de quelqu'un à l'intérieur de mon site de données, bien, ça triple la taille de cette information-là pour rien. Deuxième problématique que les bases de données essayent de résoudre, c'est le conflit entre des données contradictoires. Okay? J'ai 2 endroits, les 2 ils ont des salaires de quelqu'un, combien il faut payer cette semaine, puis c'est 2 chiffres différents. Qu'est-ce que tu fais cette semaine-là? On ne veut pas ces genres de problématiques-là. Puis finalement, à l'inverse, la mise à jour d'éléments dupliqués. Donc, j'ai l'adresse de mes clients, mais c'est écrit dans 8 fichiers Excel différents. La personne change d'adresse. Il faut que, premièrement, je me souvienne que ces 8 fichiers-là existent. Il faut que je les change correctement, puis que je les change tout en même temps pour pas que ça ait d'impact pour que, mettons, que si quelqu'un est en train de regarder un, puis que là, il y a la première adresse pendant que je suis en train de changer l'autre, il y a plein de choses, le fun et problématiques qui peuvent arriver. Okay? Donc, la prémisse des bases de données, c'est d'être capable de régler ces différents problèmes-là. Il existe différentes familles de bases de données. Donc, c'est ça, ouais, OK, blablabla, consulter en même temps. Il existe 2 grandes familles de bases de données. OK? Puis, en fait, il y en existe plusieurs familles, là. C'est juste que c'est comme au Canada, il y a le monde qui parle anglais, puis il y a les autres. OK? Même pas les Français, on n'est pas assez cool, on n'est pas assez gros. Fait que c'est un peu le même principe. OK? Donc, on a les bases de données, OK, qu'on dit SQL, ou les bases de données relationnelles. Puis, on va avoir les bases de données qui sont les autres, ceux qui ne sont pas SQL. OK? Mais ce n'est pas un terme réel, c'est juste l'agglomération de toutes les autres. Fait que, pourquoi est-ce qu'il y en a 2, mais qu'en fin de compte, il y en a plusieurs? Bien, la raison est assez simple. Même raison que le Canada, c'est que les bases de données relationnelles, ou SQL, 80 à 90% des bases de données qui existent et qui sont utilisées sur cette planète, c'est de cette famille-là. OK? Donc, ici, un élément que j'aime bien convier en informatique, c'est que l'informatique, ce n'est pas inhéremment difficile, c'est le vocabulaire qui est inaccessible. OK? Parce qu'on s'est rendu vite compte que n'importe qui travaillait un peu était capable de faire notre travail. OK? Puis ça, c'était inacceptable. Il faut garder nos jobs. Donc, si je commence à jaser avec du monde, puis je dis, ouais, ta base de données relationnelle, comment tu as créé les relations, la personne qui est à côté est comme genre, wow, man, tu fais des choses fancy, là. OK? Mais derrière, les concepts, habituellement, sont simples. OK? Ils sont juste cachés derrière des gros mots. Donc, le but de ce cours-ci, c'est de voir c'est quoi ces gros mots-là, puis d'être capable de passer au travers, puis de voir qu'il n'y a pas rien de trop fancy. Tu sais, comme tantôt on a vu le data cleaning, hein, c'est de regarder une colonne, de voir qu'il y a un chiffre, puis de mettre 0 dedans. Là. C'est pas si pire. Mais là, quand tu dis que je suis un spécialiste du data cleaning, c'est plus facile que je suis un spécialiste de mettre des zéros dans des colonnes où il n'y a rien. Fait que, quand on parle de base de données relationnelles, OK, c'est basé sur ce qu'on appelle, puis là, attachez-vous bien, des relations. C'est quoi une relation? En fait, encore une fois, c'est juste un mot caché. OK? Parce qu'une relation, ça ressemble à ça.
voici une relation. Pour bien compléter, on peut même la nommer. Plus communément, appelée une table. Si je vous montre ça, vous comprenez qu'est-ce qui se passe là. OK? Puis soudainement, des bases de données relationnelles, pas si pire. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? Puis, qu'est-ce qui est intéressant de cette famille-là? C'est que les principes et les fondements des bases de données relationnelles, c'est des techniques, OK, puis des informations qui ont été développées durant les années 70. Est-ce qu'il y a beaucoup de composantes ou de principes informatiques qui t'offrent des années 70, d'après vous? Hein, il y a beaucoup. Combien de technologies que vous utilisez là, qui datent des années 70? Le crayon, ça vient d'avant. Le téléphone, même là, le cellulaire, ça compte pas. Ceux qui ont des téléphones à la maison, là, OK, ça compte. C'est à peu près les technologies là, de ce niveau-là. Là. Fait que, il y a deux choses qu'il faut comprendre des bases de données relationnelles. C'est que ça marche en crise. Parce qu'on n'a pas eu besoin de le changer en 50 ans. Ce qui est impossible dans le monde de l'informatique. Okay? C'est une aberration technologique que ça marche encore aussi bien. Fait que ça a été bien pensé. Évidemment, c'est pas parfait. Okay? Dans les années 70, là, ils ne savaient pas encore que j'allais avoir un ordinateur complet, que je pouvais demander c'était quoi la hauteur de la tour Eiffel sur ma main. Là. Okay? Mais okay, c'est assez bon pour que ça soit encore le de facto quand on crée une base de données. Okay? Donc, il va y avoir le principe de relation, okay, qui est en fait une table, où c'est qu'on a des colonnes segmentées. Puis, à l'intérieur des colonnes, on va avoir des lignes d'information qu'on appelle des enregistrements. L'autre principe des bases de données relationnelles, okay, c'est qu'on peut avoir des associations entre les relations pour éviter la duplication. Fait qu'il va y avoir habituellement une autre affaire, ça va être ici. Puis après ça, tu peux avoir un autre tab où c'est qu'on peut avoir, mettons, les départements. Puis on peut avoir le nom du département. Et on peut avoir le... Je peux mettons, avoir logistics, puis sales, puis là, je peux dire que ça va faire de même. Qu'est-ce que je peux inférer de ça? Qui c'est qui travaille dans le département des logistiques? Pourquoi? Mais comment as-tu pu savoir cette information? Parce que tu as associé que la valeur était reliés ensemble. Fait que maintenant, vous êtes capable de travailler avec des associations de bases de données relationnelles. Puis quand je le dis, ça sonne beaucoup plus hype que j'ai réussi à voir qu'il y avait un 2, fait que je l'ai pogné avec l'autre ligne. C'est toujours le vocabulaire qui est problématique. Fait que pour travailler avec des bases de données relationnelles, okay? Donc, basé sur des tables, il y a des colonnes, il y a des lignes, ça va bien. Pour être capable d'interfacer avec ça, pour être capable de dire, je veux rajouter des choses, pour être capable d'interroger les informations à l'intérieur. Okay? Donc, ça ici, cette représentation-là là, va être dans la mémoire, va être dans l'ordi, là, mais il ne sera pas visiblement facilement accessible. Okay? Parce que l'ordi est fait pour gérer ça de manière comme efficace. Ce n'est pas un fichier Excel, là, direct. Fait qu'on va avoir un langage qui va nous permettre d'interfacer avec ce système-là. Pour être capable de dire, ben, je veux rajouter une nouvelle relation, une nouvelle table. Je veux rajouter une nouvelle ligne à la table. Je vais être capable d'aller lire les informations qu'il y a dans cette table-là. Je vais être capable de faire une association entre les deux pour savoir c'est quoi la personne qui s'appelle Anne et dans quel département. Donc, d'être capable d'interroger les sources d'informations
d'être capable de faire de la modification des sources d'information, puis d'être capable de faire des modifications au modèle de l'information. Fait que pour être capable de travailler avec ça, ça nous prend un langage qui a ici aussi été développé durant les années 70, qui va être le Structured Query Language, ou le SQL, ou SQL, quand on le dit en anglais, qui va nous permettre de travailler avec tout ça. Donc, nous, quand on parle de base de données SQL, on parle de base de données relationnelle. Okay? C'est synonyme. C'est juste que le SQL, c'est le langage qu'on utilise pour travailler avec des bases de données relationnelles. Dernière chose à dire sur les bases de données en général, en fait, puis les bases de données relationnelles. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup d'informations, qui peut offrir d'informations à plein de monde, à plein de connexions en même temps. Okay? Donc, le principe, c'est que ça ne sera pas juste dans un fichier direct comme dans Excel, là. Ça va être un programme, un logiciel d'envergure qui va être capable de gérer ça, puis qui va aussi nous donner des fonctionnalités ajoutées pour s'assurer de l'intégrité des données, pour s'assurer que quand je fais une opération, que l'opération est complétée, puis que si c'est complété, c'est sauvegardé, puis c'est sûr que c'est garanti comme résultat. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des systèmes de gestion de bases de données, okay, qui est en gros une application qui roule sur soit ton ordi ou l'ordi de quelqu'un d'autre, qui va rouler puis exécuter la base de données. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une SGBD, okay, donc un système de gestion de base de données, ou en anglais, un DBMS, pour Database Management System. Puis, dans notre cas spécifique, si on parle de base de données relationnelle, ben, ça serait, mettons, un RDBMS, pour Relational Database Management System. Et quand vous voyez ces gros mots-là, c'est juste de savoir que c'est une base de données qui roule quelque part, puis que nous, on va pouvoir interfacer avec comment? Avec du langage SQL. Excellent. Il y en existe d'autres, bases de données. Donc, il y a le SQL, 70, ça dure encore, 80-90% des bases de données qui sont utilisées dans le monde. Donc, comme quand tu t'en vas sur Moodle, là, puis tu tapes ton mot de passe, là, ça va faire une requête sur une base de données qui a un SQL. Quand tu t'en vas sur Facebook, puis que sur Facebook, okay, tu as la liste de tes posts qui apparaît, là, ou sur Instagram, ou whatever, ta plateforme sociale, média de ton choix. C'est des bases de données SQL, okay, pour 80-90% des cas. Dans certains autres domaines ou dans certaines autres applications, ce n'est pas le meilleur choix. Okay? Donc, on va voir, rendu à ce moment-là, c'est quoi les lacunes et les avantages de changer de type de base de données. Fait que dans ce cours-ci, on va aller voir les 4 autres alternatives possibles. Okay? Donc là, je vais juste nommer les titres. Là. On n'a pas de concept de c'est quoi une base de données rationnelle. Fait qu'on ne peut pas vraiment commencer à parler de c'est quoi les lacunes de ça. Fait qu'on va juste le voir en temps et lieu, mais nous autres, on va en voir 4, okay? Des bases de données à documents, à clé-valeur, à graphes, puis à colonne-famille. Une des choses qui est intéressante aussi du SQL, c'est que le modèle est facilement accessible. Hein? J'ai pu le dessiner, puis vous avez compris. En tout cas, j'espère que vous avez compris le fondement des colonnes, okay? Puis des enregistrements. Les autres bases de données sont peut-être plus performantes, ils ont peut-être plus de possibilités, mais le modèle dans lequel tu le représentes est moins accessible. Fait que c'est bien le fun si c'est la version la plus rapide, mais si personne n'est capable de comprendre comment ça marche, sauf les érudits dans les universités, il n'y a pas personne qui va l'utiliser. Donc, on va voir, parce qu'on est des érudits dans les universités, les différentes versions possibles, puis on va voir aussi qui viennent, puis aussi qu'ils ont des problématiques. J'ai dit 2 pauses. On est rendu à la 2e pause. Donc, on va se prendre un autre 10 minutes, mettons, là. On revient à E35 pour regarder notre dernière partie de cours, qui va être la présentation des données. Donc, c'est quoi des données? Comment ça marche? Puis, comment est-ce qu'en informatique, ça a un impact?
All right. On est de retour. Donc, dans cette dernière partie de cours aujourd'hui, on va regarder le principe de c'est quoi des données, puis c'est quoi les implications informatiques de ces données-là. Donc, en passant ici, pour pas faire capoter le monde, là, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste des informations comme qui ne sont pas sous évaluation. C'est des informations pertinentes à savoir à long et moyen terme, mais il n'y aura pas comme une question d'examen où c'est quoi les 5 étapes du cycle de vie d'un. C'est pas ça le but du cours. C'est de comprendre pourquoi ça existe. Nous autres, on va y aller plus sur la pratique de la chose. Même principe dans ce qui s'en vient. On va parler de c'est quoi des données. On va voir comment un ordinateur fait pour stocker des données, puis les implications que ça a. Donc, on va voir des techniques qui sont quand même complexes. Le but, ce n'est pas de savoir les techniques, même que je ne les montrerai pas devant vous, c'est d'avoir le contexte de comment ça fonctionne. Parce que à travers le restant du cours, on va juste parler de données, on va parler de type de données, mais on ne fera pas référence à qu'est-ce que ça l'implique, parce qu'on va l'avoir vu aujourd'hui. Donc, dans un ordinateur, il faut comprendre que, ultimement, la seule chose que l'ordinateur est capable de faire, c'est d'avoir un paquet de transistors, okay, qui est comme une espèce de micro-switch électrique. Okay? Fait que la switch, elle peut être juste soit on, soit off. C'est la seule manière de sauvegarder des informations, en fait, de faire n'importe quoi en informatique. Bon, là ici, je suis certain qu'il y a genre la majorité de mes enseignants de mon bac en génie électrique qui sont en train de brailler de l'intérieur que je représente le transistor d'une manière si simpliste, mais en informatique, c'est pas mal ça que ça l'implique. Okay? Donc, quand je veux sauvegarder quelque chose, la seule manière que je suis capable de faire, c'est de prendre un paquet de switches puis de les mettre à on ou à off. Okay? C'est la prémisse fondamentale de tout ce qu'on est capable de faire en informatique, puis particulièrement en données. Donc, j'ai une switch là, que je peux mettre à on ou je peux la mettre, puis elle est fermée, puis elle est à off. C'est comme ça, électriquement parlant, là, ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça peut être comme ça, une impulsion électrique, ou soit pas d'impulsion électrique. Il y a quelque chose ou il n'y a pas rien. C'est la seule affaire que je peux faire. Fait que, inhéremment, le modèle de données d'un ordinateur, qu'est-ce qu'il va être capable de sauvegarder là, de manière facile et conviviale, ça va être est-ce qu'il est là ou pas. Okay? Fait que le principe, c'est qu'un ordinateur est seulement capable, à sa forme la plus fondamentale, de sauvegarder des informations qu'on dit binaires. Okay? Soit que c'est un 0, soit que c'est un 1. Hein? Donc, le principe, c'est comme si c'est ouvert, c'est 0, si c'est fermé, c'est 1. Fait que dans un transistor, puis ici, encore une fois, je saute 50 millions de patentes, c'est ça qui peut sauvegarder. 0 ou 1. Fait que là, il va falloir regarder comment est-ce qu'on fait pour prendre cette information-là, puis être capable de faire autre chose avec. OK? Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder d'autres types de données, qui n'est pas juste des 0 et des 1, puis de quand même être capable de sauvegarder juste avec des 0 et des 1. C'est ça la problématique d'aujourd'hui. Fait que, premièrement, on va avoir, le binaire, 0, 1, c'est assez facile à sauvegarder. Puis, si j'ai plusieurs transistors, je suis capable d'en sauvegarder plusieurs. Ça va bien jusqu'ici. Une autre chose qu'on est capable de sauvegarder directement, juste avec le 0 puis le 1, ça va être le concept de valeur logique ou de valeur booléenne. Donc, quand on parle de valeur logique, c'est soit que c'est vrai, soit que c'est faux. Avec le principe de la switch, soit que c'est vrai, soit que c'est faux, ça marche aussi assez bien. Okay? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des valeurs booléennes? Ben, c'est parce que le gars qui l'a fait, il s'appelait Boole. Okay? Avec 2 O, un L, un E. B-O-O-L-E. Fait qu'il était comme, moi, j'ai inventé la logique, fait que je suis capable de clapper mon nom dessus, puis on va parler de l'algèbre de Boole. Okay? Puis de valeurs booléennes. Il a réussi, il a le droit, il a mis son nom, et c'est maintenant des valeurs logiques ou des valeurs booléennes. Fait que le principe, c'est, j'ai un 0 puis un 1, fait qu'on peut prendre un qui serait genre faux,
puis on peut en prendre un qui serait vrai. Fait que, en ce moment, avec nos petits switches, on est capable de sauvegarder des 0 et des 1, hein? Puis on est capable de sauvegarder est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Ça va bien? Ça va bien. On va se corser un petit peu. Je veux sauvegarder des nombres qui n'est pas 0 ou 1. Hein? Je veux sauvegarder 2 ou 3, je sais, des foleries. Mais c'est pas mal important de pouvoir sauvegarder des nombres. Là, ici, on va se simplifier la vie. OK? Puis je ne dirais pas qu'on veut même sauvegarder des nombres. Je veux dire, je veux seulement sauvegarder des nombres entiers, hein, avec pas de fractions. Puis même, pour commencer, on va encore se donner la vie la plus facile. On va dire des nombres entiers positifs. Fait que genre 14, puis 147, puis 228. Fait que comment je fais pour sauvegarder ça dans un ordinateur? Hein? Fait que le principe, c'est, je veux sauvegarder des nombres, 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne suis pas capable de compter. Par là-bas. Fait que pour le 0 puis le 1, c'est pas trop difficile. J'ai déjà ma switch 0, 1. Quand vient le temps de faire 2, par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs transistors. Hein, parce qu'on n'a pas le choix. Là. Hein? Avec 1, c'est 0, 1. Bien, là, on va prendre un deuxième. Puis, avec le deuxième, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser, puis on va compter en binaire le même nombre d'éléments. Comment je fais pour compter en binaire? Bien, la question ultime, c'est comment je fais pour compter dans la vie? Comment je fais pour compter dans la vie? Nous autres, on a regardé nos mains, puis on était comme 10 unités, ça sonne comme le bon nombre. OK, est-ce que c'est ça qu'on dit historiquement parlant? Fait qu'on a 10 unités avant de changer d'ordre. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 unités. Je change d'ordre. Fait qu'est-ce que je fais? Je repars. Puis le deuxième à côté augmente. Hein? De l'unité de l'autre. Je ne vais pas faire un remix de notre première année de primaire. Là. On comprend le principe. Mais qu'est-ce qui arrive quand je dis fuck la base 10? Moi, je peux juste travailler dans un ordinateur en base 2. J'ai juste 2 valeurs possibles. C'est le même mécanisme. C'est juste que j'ai moins de valeurs. Fait que j'ai mes 2 valeurs. Qu'est-ce qui se passe après? Je change d'ordre. Là, on ne dira pas que c'est 10, hein, parce que là, ça va porter à confusion. On se dit que c'est 1, 0. Puis après ça, qu'est-ce que je fais? Bien, je continue à compter. Hein? Parce qu'après ça, qu'est-ce que je fais? Bien, je garde celui-là, puis là, j'avance l'autre. Fait que... Et qu'est-ce que je fais? Je rajoute 1, mais là, c'est comme genre... C'est comme des 9, 9, 9, là, tu sais, là, je rapporte. On continue. Je suis pas capable de compter encore. Arrêtez-moi, là, quand je fais des erreurs. Et ainsi de suite. Fait que là, le principe, c'est que je suis capable, et ici on va... On est capable de prendre des switches on-off, 0, 1. Puis si j'en prends plusieurs, je suis capable de faire un décompte qui va sauvegarder une valeur que moi, je sais que c'est le même décompte que qu'est-ce que moi j'ai. Fait que quand moi, je veux sauvegarder dans un ordi 10, il ne sauvegarde pas 10. Il va sauvegarder 1, 0, 1, 0 dans 4 switches différents. La prémisse, c'est que l'ordi, il fait ça de manière transparente. OK? Il ne nous le montre pas là, que c'est ça qu'il fait, là, mais il faut comprendre que c'est ça qui se passe. OK?
Là aussi, une autre chose qu'on va voir, puis qui est comme un fondement de l'informatique, là, c'est que le nombre de switches qu'on a besoin par rapport à où on est rendu dans le dénombrement, ne fit pas super bien. OK? Parce qu'on est comme genre à 10, on est rendu à 4, mais le 4, ça va de 8 à 15. Tu sais, là? Le 10, il ne fit pas comme bien. Fait que, encore une fois, on était comme, oh, d'une pierre deux coups. On va faire en sorte que personne ne comprenne qu'est-ce qu'on fait, hein, parce qu'on veut garder nos jobs en tant qu'informaticien. Puis, on va se prendre une méthode qui va nous permettre de regarder ça, mais d'une manière un petit peu plus conviviale. Parce qu'une autre problématique du binaire direct, c'est que ça devient long rapidement. Hein, tu sais, là, je suis à 16, puis là, j'en ai déjà 5. Là, fait qu'imaginez, si je veux mettre le chiffre 1032, j'en ai besoin de 8-10, là, à peu près. Fait que c'est pas super convivial. Fait que, on s'est développé une autre base qui va me permettre d'être aligné avec le nombre de bits. Hein, quand on parle de 1, 0, 1, là, ça c'est un bit du binaire. Qui va mieux s'aligner avec ça. Fait qu'on s'est dit, pas de trouble, on va faire ça en hexadécimal, en base 16. Hein? Pour que ça fitte avec les 4. Fait que le principe, c'est que je repars ici. J'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je suis comme pogné, là. Parce que ils n'ont pas pensé à avoir d'autres symboles après 9. Fait que là, c'est comme, pas de trouble. On en a d'autres symboles qui est une séquence. On a l'alphabet. On va juste prendre l'alphabet, puis on va les plugger comme si c'était des chiffres. Fait qu'on a A, B, C, D, E, F. Il n'y a pas G, là. OK, ça n'existe pas, G. C'est A, B, C, D, E, F. C'est comme un chiffre. OK? Puis là, le principe, c'est que quand j'arrive à 16, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ici? On change d'ordre. Un 0. Donc, encore une fois, on ne va pas dire 10. Ça porte à confusion. OK? Fait que quand on travaille avec des valeurs numériques entières positives, OK, là, on est dans une niche très facile, on est capable de prendre des valeurs, puis de les transformer en binaire. Puis souvent, on va aussi avoir une représentation en hexadécimal pour se faciliter la vie par rapport au nombre d'espaces que ça va prendre dans l'ordi. OK? Puis savoir facilement, ça prend combien de place. Parce que le principe, c'est que en hexadécimal, pour chaque chiffre, tu as 4 bits, 4 switches de gérer. Ici, pour aussi aider les choses, souvent, ce que vous allez voir, donc, le binaire, de l'écrire directement, là, on voit ça très peu souvent, là, parce que c'est comme pas exactement... c'est pas beau, là. Je pleure de l'intérieur de l'avoir écrit. Mais l'hexadécimal, puisque ça le remplace, souvent, on va l'écrire à côté de nombres entiers. Mais là, tu es comme, quand je regarde ça, là, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Ou est-ce que je suis là? Fait que pour l'hexadécimal, on va avoir un préfixe qui va nous aider à dire « Hey, ça, là, c'est en hexadécimal, c'est pas en décimal, fais attention. » Fait que souvent, vous allez voir un 0x avant les choses. Hey, je m'amuse, moi. OK. Donc, tu vois le 0x avant quelque chose, tu sais que c'est en hexadécimal. Comme ça, même s'il n'y a pas de lettre, t'es pas... Wouh! Fait qu'on a cette prémisse-là de valeur entière positive. OK? Puis, on sait qu'on est capable de les sauvegarder dans le fondement informatique avec des 0 et des 1. OK. On ouvre la porte vers d'autres problématiques.
je veux avoir des nombres qui ne sont pas positifs. On reste entier, là. Hein? On se calme, on reste entier, mais je vais être capable de faire moins 12. C'est comme pas de trouble. Moins 12. Non, j'ai juste des switches on ou off. Je ne peux pas mettre un moins. Pas le droit de faire ça. Fait qu'est-ce que je peux faire? Ben, il va falloir quelque part sauvegarder le fait que c'est positif ou négatif. Hein? Puis, ben, j'ai juste des switches. Ben, il va falloir que j'utilise une switch pour être capable de savoir est-ce que c'est positif ou négatif. Hein? Fait que là, on rentre dans les représentations, hein, parce que le principe, c'est qu'on fait une représentation. Hein? On représente le 9 en binaire, hein? Puis c'est une représentation directe. Il n'y a pas de choses farfelues à faire. Là, on va tomber dans des représentations qu'on dit complexes. Ça veut dire qu'il faut savoir d'avance où c'est qu'on s'en va. Là, je veux représenter des nombres négatifs. Fait que ce que je peux dire, c'est, ce que je vais faire, c'est, j'ai en ce moment, okay, dans ma liste, mettons, là, je veux juste ramasser jusqu'à 16. En fait, je veux même ramasser jusqu'à 15. On va faire ça demain. Okay? Mais je veux avoir les valeurs négatives possibles. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une valeur de plus. Puis là, le principe, c'est que celui-là, ça va être de même. Pour être certain d'en avoir 5. Puis là, le dernier, ce que je vais dire, c'est que celui-là va représenter le signe positif ou négatif. Fait que si c'est un 0, c'est que c'est positif. Hein? Puis si je voudrais avoir moins 12, ça serait quoi dans ce cas-là? 1, 1, 1, 0, 0. Hein? Donc, moins 12, c'est 1, 1, 1, 0, 0. Parce que lui, c'est le signe. Puis ça, c'est 12. Mais ça veut dire qu'il faut le savoir d'avance. Hein? Parce qu'on prend le chiffre, le bit le plus significatif, celui qui est le plus à gauche, celui qui vaut le plus de stock, puis on le sauvegarde pour dire que c'est un signe. Hein? Parce que théoriquement, ça voudrait aussi dire 20. Ce serait juste en positif. Fait que quand on tombe dans des représentations complexes, c'est qu'on va utiliser les switches pour autre chose que juste la représentation directe. On va faire des petits trucs farfelus pour s'aider à avoir des représentations complexes. Fait que on est capable d'avoir des valeurs négatives, puis qui va nous permettre de savoir d'avance c'est combien de grand on va le prendre, là, mais ça nous donne la possibilité d'avoir des négatifs. Là, c'est presque comme ça qu'un ordi fait, là. Mais l'ordi, il utilise un autre entourloupe de plus. On va aller la voir. Je pense que j'ai ça d'ouvert ici. Ouais. Donc, les composantes informatiques, quand ils ont besoin de sauvegarder des valeurs entières qui peuvent être possiblement signées, ne vont pas juste utiliser le dernier pour le bit de signification. Il va l'utiliser pour, mais il va faire des choses de plus. Fait que si je regarde ça ici, là, okay, c'est ce qu'on a vu. Hein? J'ai juste une représentation positive, fait que j'ai une représentation directe entre le binaire, entre les bits, puis la valeur qui vient avec. Okay? Mais pour travailler avec plus d'éléments, ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir le dernier qui va être utilisé pour le signe, les valeurs positives vont rester les mêmes. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que quand on passe de 0, quand on va soustraire, on va comme tomber à la fin à la place. OK? Fait que le moins 1, ça va être 1, 1, 1. OK? Bon, il y a des calculs mathématiques pour être capable de faire ça, où c'est que, comme si c'est négatif, tu prends tous les bits, puis tu les inverses toutes, puis tu rajoutes 1 à la fin, puis ça te donne le résultat. Là. Il y a des techniques pour
être capable de réussir à faire ça. Nous, c'est pas... le but, c'est pas de savoir comment le faire. Là. Le but, c'est juste de se souvenir qu'on a une représentation complexe, OK? Que ça utilise les bits pour une représentation directe, puis le dernier, le plus significatif, pour comme savoir le signe. OK? C'est ce qu'on a besoin de savoir. Puis, il y a aussi le principe de place que ça prend. Donc, ce que je peux voir, c'est que si j'ai juste 3 bits, je peux juste avoir de 0 à 7. Entier, positif. Mais si je décide d'avoir des valeurs signées, des valeurs qui peuvent être négatives, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que ma plage est divisée en 2. Je veux juste aller de moins 4 à 3. Je ne pourrais plus avoir 7. Il faudrait que je prenne plus de bits pour être capable d'avoir des valeurs aussi grandes. Donc, quelque chose qui est important, puis ça, c'est une des affaires qu'il faut retenir, c'est que puisque ça prend de la place, le choix du type est important. Parce que si j'ai 48 millions de valeurs d'âge, est-ce que je veux avoir une valeur qui est possiblement négative pour l'âge? Ça sonne pas comme une bonne idée. Là. Je perds de l'espace pour rien. Okay? Donc, d'être conscient des types, d'être conscient que ça prend de la place, puis de prendre le type le plus approprié, c'est une compétence qui se développe. Fait que là, on n'est pas pire. On a des représentations directes, des valeurs entières positives. On a des représentations complexes. On a des valeurs qui sont possiblement négatives. Mais, encore une fois, on s'est laissé quand même ça facile. On est resté dans les nombres entiers. Qu'est-ce qui arrive si on veut être fou, puis on veut avoir des nombres flottants? Des nombres avec une virgule quelque part dedans. 2,17. Moins 143,28. Qu'est-ce que je fais pour être capable de représenter ça correctement? Bien, encore une fois, on a juste des switches on et off. Là. On a juste des 0 et des 1. Fait qu'il va falloir utiliser ça pour être capable de représenter des valeurs qui sont réelles. OK? Puis, encore une fois, on va utiliser une représentation complexe. Ça veut dire qu'on va utiliser des bits pour d'autres choses qui ne sont pas représentants directs de l'information. Fait que si on regarde à quoi ça ressemble, la représentation de nombres fractionnaires est possible avec une méthode prédéterminée. Là. Okay? Donc, il y a du monde qui se sont arrêtés et qui se sont demandé qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Puis, le principe, c'est qu'on va prendre l'information, okay? Puis on va la représenter d'une autre manière. Fait que le principe, c'est que si je veux afficher ça, on va mettre moins de chiffres, parce que ça ne me tente pas d'écrire tant que ça. Mettons 321.34. Le principe, c'est que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va représenter ça comme étant une valeur de 0.321334 fois 10 à la genre 4. Toujours bien. Fait que lui, il va la représenter de cette manière-là. Toujours de cette manière-là. Puis là, qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de ça? C'est que ça, puis ça devient des entiers positifs. Hein, ça va toujours être 0 point quelque chose fois 10 à la quelque chose. Fait que moi, ce que j'ai besoin de sauvegarder, c'est quoi? C'est ça, puis ça. OK? Puis ultimement, ça. Fait que dans la représentation complexe d'un nombre flottant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un nombre prédéfini de bits, de 0 et de 1. On a une partie qui est là pour le signe. On a une partie qui est là pour l'exposant. Puis on a une partie qui est là pour la partie significative. Puis lui, il rapièce ça, puis ça me donne le résultat.
Fait que quand on sauvegarde des valeurs fractionnaires, lui, c'est cette méthode-là qu'il utilise. On n'ira pas dans les détails de la méthode, là, OK? Par contre, si ça vous intéresse grandement, OK, on a des excellents bacs en développement logiciel, en génie logiciel et informatique. Puis, si c'est trop pour vous, on a même des certificats, là, hein, c'est 2-3 sessions. Mais si ça ne vous intéresse pas, c'est correct aussi. Au moins que j'essaie de vendre ma salade. Donc, on a cette prémisse-là. Par contre, quand on travaille avec les nombres flottants, il y a des répercussions à la méthode de représentation. OK? C'est pas sans ses failles, cette affaire-là. Puisque si on regarde le principe là, de comment ça fonctionne, c'est une espèce de somme, OK, j'ai marqué 10 à la quelque chose, mais ça peut être aussi, dépendamment de la représentation utilisée, des valeurs, OK, qui sont des multiples de 2, puis là on peut voir que ça le fait, puis là ça fait comme les multiples de 2, les multiples de 2, puis là les multiples de 2 à la 1, 2 sur 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 6, puis là ensemble, ça redonne le résultat final. OK? Ça a deux impacts primordiaux, cet élément-là. Premièrement, on a un nombre limité de chiffres significatifs. OK? Il y en a genre quelque chose comme 20 quelques là, bits, là, OK? Ce qui me donne à peu près 8 à 12 chiffres de précision en décimale. Mais, dépendamment de ce que tu es en train de faire, ça a peut-être un impact. OK? Je suis en train de calculer comme le salaire moyen, là, OK? 8 chiffres après la virgule, ça sonne correct. Je suis en train de faire des calculs, OK, sous-orbitales pour envoyer une capsule sur Mars. Soudainement, ça sonne très important, 13 chiffres après la virgule. OK? Donc, quand on est en train d'appliquer ça à certains problèmes, il faut être conscient qu'il y a des limitations. Puis il faut se poser la question, est-ce qu'on rentre dans ces limitations-là, oui ou non? Si oui, facile. Sinon, ben là, il faut demander au gars qui fait de l'informatique pour de vrai. Deuxième problématique, ça va être que, puisque c'est une représentation par cumul, c'est comme 2 à la quelque chose, 2 à la quelque chose plus 2, il y a certaines valeurs qui ne peuvent pas être représentées. C'est pas toutes les valeurs, mais il y en a. Si on s'en va ici. Donc, là, ici, on a la partie, comme que je viens de donner, c'est le même principe, il faut dire ça. Puis ici, on a un exemple, OK, de valeur sur un spectre. Puis aussi qu'il y a des barres vertes, là, c'est qu'on est capable de le représenter avec la représentation en point flottant qu'on vient de voir. Puis aussi qu'il y a une barre noire, c'est que ce nombre-là, tu ne peux pas le représenter avec la représentation en point flottant. Fait qu'est-ce qui arrive quand tu marques dans ton programme ce chiffre-là, ce nombre-là? Ben, il va prendre un qui est à côté. Puis si tu as un problème avec ça, ben, c'est à toi de le savoir. Fait que si j'écris 16 777 219, il n'est pas capable de sauvegarder ce nombre-là. Ça va marquer soit celui-là, soit celui-là. Okay? Ou n'importe quel diminutif. Tu sais, si c'est 0.1677220, c'est le même principe. Là. En tant que la partie significative, c'est ces chiffres-là, ça ne sera pas capable de le sauvegarder. Ça va en prendre un autre. Puis le principe, c'est que là, on regarde juste un petit spot précis, là, mais si on regarde sur de 0 à l'infini, le principe, c'est que la partie de toutes les valeurs qui sont proches de là, tant que tu as peu de chiffres significatifs, ils devraient être capables de le sauvegarder. Mais plus on arrive vers le lointain de l'infini, moins il est capable d'avoir des valeurs précises autour de ces nombres-là. Fait que ça peut engendrer des problèmes un peu bizarres en informatique. Fait qu'en informatique, on va voir qu'on peut faire des comparaisons. C'est comme, est-ce que la valeur de ton âge est plus grande que 18 ans pour savoir si tu es capable de rentrer sur le site, des choses comme ça. T'sais. On est capable de faire des comparaisons, fait qu'on peut regarder aussi des égalités. T'sais. Fait qu'en informatique, un problème toujours le fun à regarder, c'est d'écrire 1 divisé par 3, plus 1 divisé par 3, plus 1 divisé par 3, puis demander est-ce que ça c'est égal à 1, puis l'ordi va dire non. Parce que lui, quand il fait 1 divisé par 3,
ben ça donne 0.33333 périodique. Mais 0.33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 3 33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 fait que lui, il va écrire 0.33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 3ben, ça lui donne 0.9999999999999999999999999. Puis là, quand tu dis est-ce que ça c'est égal à 1, il fait comme non. Je ne pas tout la même barre. Fait qu'il faut être conscient de ces approches-là pour ne pas être surpris puis pas laisser le système se rendre à ces situations possiblement surprenantes. OK? Donc, il faut toujours être conscient que quand on travaille avec des valeurs fractionnaires, on a toujours un petit biais, OK, qui va peut-être s'introduire à l'intérieur de nos valeurs. On est bon? Next up, le texte. Donc, tantôt, j'avais le nom, j'avais marqué Anne, j'ai marqué Bob. OK? On est capable de sauvegarder du texte, je suis capable d'envoyer des courriels, je suis capable d'envoyer des messages textes. Mais quelque part, dans l'ordi, il est juste capable de prendre des 0 et des 1. Là, ici, je suis désolé, parce que je m'en vais faire une petite histoire avec une joke dedans. Puis le monde qui ont suivi mon cours de INF 056, ils l'ont déjà entendu, mais ça va être la même. Fait que, on veut sauvegarder, OK, du texte, mais on a juste des switches avec des 0 et des 1. Fait qu'il va falloir se trouver une représentation complexe pour être capable de représenter ces symboles-là. Puis, je veux dire, la méthode n'est pas si complexe que ça, parce que je l'ai développée moi-même du haut de mes 7 ans et demi, OK, en 2e année du primaire. Ça ne prenait pas la tête à Papineau pour ça. Mise en situation, OK? On est pré-2000, on n'a pas de cellulaire encore, on ne sait même pas des cellulaires, ça va exister. Puis, je veux parler à mon best buddy, qui est à l'autre bout de la classe. Il est évidemment à l'autre bout de la classe, parce qu'on n'arrête pas de se parler. De ne pas avoir de communication n'est pas un fait viable. Donc, à la place, je vais écrire sur une gentille feuille, OK, des informations de mon cahier Elroy, que je déchire, que je ferme et que j'envoie à travers la classe. L'enseignant, OK, étant déplaît de mon comportement, intercepte le message et essaye de faire une humiliation publique, OK, en indiquant sur la feuille qu'est-ce qui est marqué. OK. Maintenant, toute la classe sait comment passer le 4e niveau de Super Mario Bros. 3. Impardonnable! Je reviens le lendemain, pas avec une décision d'arrêter les communications, encore une fois, ça c'est un fait impossible, mais en voulant garder ma vie privée. Donc, je me dis, il faut que j'envoie le message, il faut que j'écrive des choses, mais il ne faut pas que ça soit lisible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Éclair de génie. À place d'écrire des lettres, je vais écrire des chiffres. Je dis à mon compatriote à la récréation que c'est ça le système qui nous permet de communiquer. Et j'écris mon message 14, 27, 3, 17, 42. 42, c'est pas un bon chiffre puisqu'il y a juste 26 dans l'alphabet, mais c'est pas grave. Je perds ça. Je passe ça à travers la classe. L'enseignant de ses 35 ans d'expérience intercepte le message. Ayant jamais vu ça de sa vie à l'intérieur de 35 ans, décide de ne pas... En fin de compte, il était à 2 ans de sa retraite, peut-être qu'il fait juste s'en foutre pas mal. Mais, victoire, il n'a pas lu le message. Puis ici, maladroitement, j'ai réussi à inventer une méthode d'encodage, hein, de codifier des symboles sous un autre système. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, ben ici, hey, regarde-moi donc ça, c'est des nombres entiers positifs. Puis c'est-tu pas facile de sauvegarder des nombres entiers positifs dans un système informatique? C'est très facile. Donc, quand on veut sauvegarder du texte, quand on travaille en informatique, on ne va pas sauvegarder du texte. On va aller sauvegarder des codes qui représentent chacun des symboles que je veux sauvegarder. Fait que là, la question qui reste, c'est quoi la table d'encodage? Hein? C'est quoi le symbole pour quel code?
Fait que, il existe 2 standards que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Pas mal certain que j'ai ça ouvert. Yes. Fait que la première, puis elle aussi datant des années 70, deuxième vestige qui ont duré, c'est la table ASCII. Donc, la table ASCII, c'est la première table d'encodage qui a été créée et qui a été répandue à travers l'humanité. Fait qu'on peut voir ici, A, c'est 97. Hein? Puis, 5, le symbole 5 dans un texte, c'est 53. Hein? Donc, l'entité, quand j'écris un message texte, puis que dans le message texte, j'écris 53, ça ne va pas sauvegarder 53. Hein? Ça va sauvegarder le symbole de la lettre 5 puis le symbole de la lettre 3. Hein? Donc, il faut faire attention. Quand on travaille avec des types, ben, quand on a des entités textuelles, lui, il va prendre n'importe quel symbole, que ce soit des lettres, que ce soit des chiffres, que ce soit de la ponctuation, il s'en fout. Si on regarde un peu aussi le restant de cette merveilleuse table, on peut voir des informations qui nous sont maintenant pertinentes. Si on regarde la deuxième colonne, quelle est-elle? Les symboles en hexadécimal. Maintenant, on est des professionnels, hein? Puis on peut facilement voir que 0, 1, B, C, D, F, 10, ben pas 10, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 D, et ainsi de suite. On a une troisième colonne. Là. D'accord. Vous pensez que c'est quoi, ça, là? 18. On peut le voir, là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oh, ça shift ici. Fait qu'il y en a combien, lui? Il y en a 8, c'est de l'octal. Okay? C'est pour le monde qui n'avait pas encore pensé à l'hexadécimal. On n'était pas encore assez cool de l'octal. Puis on a, pour des fuckés d'HTML, on ne regardera pas ça. Quelques informations intéressantes par rapport à la table ASCII. T'sais, le but, c'est pas de savoir c'est quoi les codes, okay? De savoir que A, c'est 97. Là. Il y a juste moi qui trouve ça intéressant. Okay? Par contre, il y a certaines propriétés qui sont intéressantes. Premièrement, si on regarde A, puis A, c'est pas le même symbole. Hein? Fait que ça l'explique pourquoi est-ce que quand je tape, mettons, un autre utilisateur, un autre mot de passe, ben, la ponctuation est importante. Parce que pour un ordinateur, les lettres, entre minuscules et majuscules, ça a autant de différence que de lettres différentes. On va voir aussi qu'on a certains caractères qui ne sont pas affichables comme genre d'espace. L'espace lui-même, il faut qu'il soit sauvegardé aussi, c'est l'absence de symbole. Puis on a ça, qui ne sont pas des symboles visibles. Puis là ici, ce qu'il faut comprendre, c'est, encore une fois, la table ASCII, j'ai dit que ça date dans le même temps que le SQL, dans les années 70, que ça a été créé. Puis, dans ce temps-là, il faut voir c'était quoi la réalité de c'est quoi les ordinateurs. OK? Donc, dans les années 70, là, ils ne pensaient pas que ça allait être un ordinateur. OK? Ils ne pensaient pas qu'on avait des ordinateurs dans nos poches. Ils ne pensaient même pas qu'on avait des ordinateurs chacun sur notre bureau. Un ordinateur, c'était la grosseur de la classe, au complet. Des écrans, il n'existait pas non plus. Là. Comment est-ce que tu faisais pour avoir le résultat d'un ordinateur? Ben, on avait, qu'est-ce qu'on avait de disponible? Qu'est-ce qu'on avait de disponible dans ce temps-là qui était de l'écriture mécanique? Un dactylo. Hein? Donc, ceux qui n'ont jamais vu ça, là, c'est comme un... T'as des palettes mécaniques qui viennent frapper, okay, sur une feuille. Puis le principe, c'est que tu as un gros ruban, là, okay, qui, quand tu tapes, ça tape dans le milieu. Puis là, le ruban se déplace. Puis ça arrête, tu pèses sur une touche. Puis là, ça tape. Là, la page bouge. Parce que toi, tu frappes tout le temps à la même place, avec des lettres différentes. Puis là, à la fin, tu le prends, tu le remets, puis tu recommences à écrire sur une autre ligne. Fait que le principe, c'est que c'était des dactylos automatisés, là, branchés après l'ordinateur, qui faisaient en sorte qu'on pouvait comme imprimer. Fait que il fallait contrôler cette machine-là. Fait qu'on s'est fait des symboles de contrôle pour contrôler
l'imprimante, qui était en fait une dactylo automatisée. Puis, on a en fait des vestiges de ça. Si on regarde ici, là, pour faire une nouvelle ligne, pour passer sur Enter, on en fait 2 caractères disponibles. On a le new line, mais on a aussi le carriage return, okay, le retour de chariot. Puis, le retour de chariot, là, pour ceux qui ne sont pas couramment dans la technologie des dactylos, là, je vous excuse. Le gros ruban, là, le gros tube, c'est ce qu'on appelle le chariot. Puis, comme j'ai dit, ben, à la fin, quand tu as bougé ta page puis est rendu à la fin, il faut que tu la rapportes. Hein? Puis, tu sais, quand tu t'en vas dans les films noirs, là, puis que tu as la secrétaire du détective, là, ben, comme elle la refait, là, ça fait un beau ch'ting! C'est ça le principe. Mais de manière automatisée, c'est le même principe. Il fallait que tu prennes le chariot et que tu le retournes dans son endroit initial, que tu fasses un retour de chariot, un carriage return. Hein? Donc, quand tu voulais. Puis, le principe, c'est que le retour, ça te mettait sur la même ligne. Fait que là, il fallait aussi que tu ailles sur la prochaine ligne. Fait que pour aller continuer le texte, il fallait que tu ailles sur la prochaine ligne et que tu retournes le chariot. 2 symboles, le carriage return et le new line. Puis, qu'est-ce qui est drôle et intéressant, puis un peu morbide, c'est qu'aujourd'hui encore, dans les fichiers texte, quand on veut faire un saut de ligne, ça prend ces 2 caractères-là. Parce que quand on a décidé de mettre des écrans, là, dans les années 80, là, fin 70, ben, on a déjà un paquet de fichiers, là. Puis ils ont déjà toutes ces affaires-là. Fait qu'on va faire en sorte que l'écran lui-même, quand il va voir ces 2-là, il va mettre ça. Puis là, quand on a eu des systèmes d'exploitation, puis quand on a eu des cellulaires, puis le kit était comme, ben, c'est déjà le même, on va juste continuer. Fait qu'il y a eu, il y a certains systèmes d'exploitation ou certains systèmes qui vont juste prendre un des 2 puis qui va faire comme, gaz correct, là, je comprends que tu veux faire une nouvelle ligne. Mais il y a certains logiciels, qui étaient comme des irréductibles gaulois, puis qui prenaient les 2. Pour donner une histoire, il y a 2 ans, il y a eu un dernier vestige qui a réussi à être descendu, Bloc-Notes, le Notepad sur Windows. Avant, il fallait absolument qu'il y ait les 2 symboles pour reconnaître un saut de ligne. Ça veut dire que tu faisais ça dans un éditeur quelconque, tu faisais des sauts de ligne, tout allait bien. Tu apportais ça dans Bloc-Notes, c'était juste sur une ligne. Puis c'était comme... OK. Ben, il y a de cela 2 ans et quelques, il y a une nouvelle version de Bloc-Notes avec Windows 11. Puis la nouvelle version de Bloc-Notes est capable de reconnaître juste un symbole à la place de juste les 2. Victoire, fête. Dans le monde informatique, la COVID, c'était pas une nouvelle. Le nouveau Bloc-Notes. Ça, c'était l'histoire. Fait que, on a ces vestiges-là qui restent. Autre chose qui est intéressante aussi avec la Tablaski, c'est que c'est très centro-américain. Okay? Ça a été développé aux États-Unis. Il y a juste des lettres. Okay? Qu'est-ce qui manque pour le commun des mortels restant dans cette humanité avec ces symboles-là? Oh, ici, je vois ici ton francocentrisme, mais c'est correct. Donc, effectivement, hein, E accent aigu, il n'est pas là. Mais comme si on s'en va encore un petit peu plus loin, puis que je vais écrire en cyrillique, hein, comme en russe, ou en arabe, ou en japonais, ou en chinois, il n'y a juste pas les symboles pantoute. Fait que, on a eu, avec cette Tablaski-là, des Tablaski étendus disponibles. Mais celle-là, on avait bien fait ça, tout le monde l'a adopté, okay, tout le monde était content. Mais là, les Tablaski étendus, il n'y avait pas assez de symboles pour plaire à tout le monde. Fait que là, il y a comme eu différentes versions, dépendamment de la région, dépendamment de la langue qui était utilisée. Fait que ça fait en sorte qu'il y a certains documents ou certains systèmes où c'est que tu pouvais écrire, mettons, genre Joyeux Noël. Puis là, tu ouvrais ça dans un autre système, ça disait Joyeux No Leave Sterling L.
Pourquoi? Parce que ben, le E accent avec tréma, ben, il n'était pas dans cette liste-là, il était encodé dans un autre chiffre en dessous, comme 214. Mais là, quand tu l'ouvrais dans un autre système, lui, le 214, c'était complètement un autre symbole. Dans les années 2005-2010, on s'est rencontrés en tant qu'humanité, puis on s'est dit, on va régler ce problème-là. OK? Puis on est sorti de cette salle-là, puis on a dit, voici les emojis. Parce que on a créé une norme qui était universelle à tous les langages humains, okay, qui s'appelle la norme Unicode, qui permet de quantifier toutes les variations possibles de toutes les langues reconnues par l'humanité. Puis, c'est plus complexe qu'un symbole, c'est un code. Okay? Parce que, ben, déjà nous, d'avoir les différents accents, ben, il y a le même accent qui est sur différentes lettres. Il y a aussi certaines autres langues, comme l'arabe, qui est capable de combiner des symboles ensemble. Ça devient comme juste une syllabe ou comme une lettre, là, guillemets. Mais le principe de combiner des éléments est fondamental à certaines langues. Fait qu'il fallait avoir un système qui était capable de représenter ça d'une manière facile et conviviale. Puis on est ressorti de là avec l'Unicode, qui a par la bande aussi quantifié des symboles pour les emojis. OK? Donc, si tu es capable d'écrire en chinois sur ton téléphone, c'est grâce aux emojis. On pourrait aussi penser à l'inverse, mais c'est moins drôle. Parfait. Fait que quand on a plusieurs caractères ensemble, okay, on appelle ça une chaîne de caractères. Okay, en anglais, on appelle ça une string of characters, ou plus communément, appeler ça un string. Okay? Donc, encore une fois, faire attention au vocabulaire. Okay, on ne parle pas de ficelle. Okay, quand on parle de string, on parle juste de texte. Donc là, t'es comme, qu'est-ce que tu as mis dans ta base de données relationnelle? Ah, j'ai mis un string. Là, t'es comme, OK, là, tu as fait une table avec un nom. Là, garde-la à ta job. Dernier type de données, puis après ça, on fout notre cœur d'ici. On va voir les types de données structurées. Donc, le principe des types de données structurées, c'est habituellement l'amalgame de d'autres types ou l'amalgame de d'autres données mis ensemble. Comme on parlait de chaîne de caractères, hein, ben, ça va être plusieurs caractères mis un à côté de l'autre pour faire comme une phrase ou quelque chose qui est représenté ensemble. Donc, on va avoir des structures de données composées, okay, qui vont revenir. Donc, je veux mettre d'avance les noms là, pour qu'on soit perdu. Puis, dépendamment des différents systèmes, langages, domaines que tu as en informatique, ils ont différents noms. Donc, la première donnée structurée que je veux voir, puis c'est pas exhaustif, là, si on en voit d'autres, on va les voir au fur et à mesure. Faites-en pas. Donc, la première, c'est le principe d'une liste. Donc, le principe d'une liste ordonnée d'éléments, habituellement de même type. Okay? Fait que je veux avoir toutes les notes du monde dans ma classe. Fait que je vais mettre ça dans une liste de valeurs entières ou valeurs réelles pour être capable de travailler avec ces données-là. Donc, habituellement, s'ils sont ordonnés, ça veut dire qu'ils vont avoir le même ordre en tout temps. Ça veut dire que je peux aller dans le quatrième élément, aller le prendre, aller le modifier, puis quand je reviens, le quatrième élément est dans la même place. Donc, ce principe-là a différents noms dépendamment de à qui tu demandes. Donc, on va parler en anglais de list, de array ou de sequence. Okay? Donc, de tableau, de séquence ou de liste, c'est pas mal synonyme. On a ensuite le principe d'enregistrement. Donc, encore une fois, dépendamment à qui tu demandes, ça va être des records, des tuples, okay, ou des structs. Le principe d'enregistrement, c'est un peu ce qu'on avait vu avec nos relations. Tu sais, on avait une ligne d'information, puis c'était des informations qui étaient hétérogènes en type. Hein? Le nom de quelqu'un, c'est une donnée textuelle. L'âge, c'est une valeur entière. Le salaire, c'est une valeur réelle. Donc, mais qui était englobé comme étant un tout que je veux apporter ensemble, là, qui sont collés puis que je ne peux pas comme diviser facilement. Donc, on va avoir aussi ces éléments-là. C'est la structure qui est la plus utilisée dans les bases de données, okay, parce que ça représente habituellement une ligne d'information pour qu'on soit capable d'aller la chercher, la modifier, la retrouver, et ainsi de suite. Bienvenue à INF 5111. Petit rappel, il n'y a pas de laboratoire cette semaine.
Donc, pointez-vous pas là. La semaine prochaine, on va commencer les fondements de programmation pour être capable de voir comment travailler avec ces données-là, puis être capable de faire des choses avec des instructions. Bonne journée à tous.